Voilà, retour sur ce plateau. Bonjour Stéphane, bonjour Moïse. Bonjour Carole, bonjour Moïse, bonjour téléspectateurs et auditeurs de Diaspora FM. Bonjour Moïse. Bonjour Carole, bonjour Stéphane, bonjour aux téléspectateurs et auditeurs de Diaspora FM. Alors, le seul sujet pratiquement débattu ou à la une de tous les journaux ce matin, il s'agit bel et bien du discours du chef de l'État, une tradition, je dirais donc, à laquelle il va s'adonner dans les minutes à suivre devant les députés à l'Assemblée nationale. Alors Moïse, quels sont les enjeux de cet exercice pour le chef de l'État? Oui, Carole, permettez-moi de commencer par dire d'abord que c'est l'actualité, c'est la raison pour laquelle les confrères dans presque toute la majorité ont titré bien évidemment sur le sujet. Il faut dire que chaque fois que le président Patrice Talon doit intervenir devant les médias ou face aux différents acteurs sur la place publique, ça a toujours été un événement en raison de effectivement la façon dont on a toujours compris et identifié le personnage en termes de prise de parole. Mais effectivement, l'exercice là, c'est un exercice républicain, c'est un exercice constitutionnel et c'est une obligation pour le président de la République de prendre la parole en fin d'année et d'abord pour se prononcer sur l'état de la nation. Et il y a la particularité que cette fois-ci, le président va effectivement pouvoir également livrer un message forcément sur les axes de ces actions, les sujets majeurs de ces actions le long de ces deux mandats qu'il est en train d'épuiser. Il n'est plus candidat à rien, le président Patrice Talon. Et donc, les compatriotes, les confrères, les députés, etc. vont s'attendre à ce que, effectivement, que ce soit une prise de parole bilan. Donc, si on peut le considérer ainsi. Mais personnellement, je ne m'attends pas à ce que ce soit exclusivement et uniquement de bilan. Le président Patrice Talon n'a pas l'habitude, il ne nous a pas habitués à ça, de s'attarder sur les actions qu'il mène. Comme on le dit, le bien ne fait pas du bruit et le bruit également ne fait pas du bien. Donc le président Patrice Talon n'a pas l'habitude de faire du bruit autour de ses actions. Et donc je m'attends également à ce que, une fois encore, il puisse avoir un peu le ton proche du temps martial, comme c'était le cas l'année dernière, alors que certains événements qui se sont produits, évidemment l'année dernière, se sont reproduits cette année, notamment de tentatives de déstabilisation, d'atteinte à la sûreté de l'État, par exemple, en termes de tentatives de putsch, cette fois-ci, tentative de coup d'État, la dernière fois en septembre 2024, et donc dans son intervention en fin d'année, comme c'était le cas, on a pu constater que cela a guidé un tout petit peu le ton et l'axe central du message que le chef de l'État a délivré. Et donc cette fois-ci également, on s'attend à quelque chose de ce genre. Et on s'attend également à ce qu'il puisse décliner un tout petit peu, comme cela a été déjà le cas dans les récentes réformes, notamment la révision de la Constitution, qui puisse peut-être insister sur comment il entend préserver son héritage, comment que peut-être s'il a des conseils ou bien des orientations à donner à son successeur en termes de préservation des acquis de développement, en termes de préservation des acquis sur les questions de réforme du système partisan, en termes également de préservation de la sécurité au plan national pour éviter au pays de sombrer en même temps qu'on est déjà sur le front du terrorisme. Il ne faut pas quand même l'oublier, même si ce n'est pas d'une envergure heureusement très, très grande, mais quand même le chantier est là et tout le monde en est conscient, qu'on ne soit pas également livré aux tentatives répétées de déstabilisation de la nation, de putsch, de coup d'État, entre autres. Donc on s'attend à ce que le chef de l'État puisse revenir sur essentiellement ces
ces aspects-là. Et nous sommes impatients, et comme tous les compatriotes béninois, et cela transparaît effectivement à la une des journaux ce matin, parce que c'est effectivement l'événement, c'est effectivement l'actualité, et c'est normal que cela puisse être ce de quoi nous sommes tous en train de parler de long en large, pratiquement depuis hier. Hein. Donc ça va être sur tout le courant de cette journée le sujet phare dans les médias, dans les rues de Cotonou, d'Abomey-Calavi, de Parakou, de Porto-Novo, de partout d'ailleurs. Donc le chef de l'État est très attendu. Nous espérons que le message va être davantage... Tout à l'heure, Moïse, j'ai bien envie de vous poser la question. Avec quel ton le président donnera son discours? Un ton solennel, rassurant, pédagogique ou ferme? Solennel d'abord. Solennel, c'est quand même la première institution de la République qui va s'exprimer. Donc, il y a forcément de la solennité qu'il faut espérer. Mais également, connaissant le personnage, connaissant l'homme, il faut s'attendre à ce qu'il soit également serein. Et il faut s'attendre à ce qu'il soit surtout ferme. Parce que, et oui, je le rappelais tout à l'heure, les tentatives, les goulots pour étrangler tout ce qu'il a pu poser comme acte en termes de progrès, en termes de développement et surtout en termes de réforme, les velléités d'étranglement à certaines de ces actes majeurs qui ont bousculé les intérêts personnels, les intérêts particuliers et reviennent avec insistance. Nous avons pu l'observer, nous sommes en train de vivre un cas typique depuis le 7 décembre. Bon, on a vécu un cas le 7 décembre passé encore, donc il ne faut pas s'attendre à ce que le président de la République puisse prendre la parole et même sans l'évoquer nommément, sans y faire véritablement allusion, que cela ne puisse pas transparaître quand même dans son ton, dans la façon dont il va articuler et le langage qu'il va prononcer certains mots et par rapport à certains sujets. Et quand on évoque globalement la sécurité sans forcément faire de l'extension sur le putsch par exemple, il faut s'attendre à ce que le ton soit ferme, que le ton soit fort également. Et quand on évoque également l'idée de continuer de progresser en termes de préservation des réformes, et notamment la réforme majeure, c'est surtout la réforme du système partisan. Il faut s'attendre à ce que le chef de l'État soit également intransigeant et l'artisan du développement qu'il est par rapport aux acquis du développement, par rapport aux acquis du progrès. Il faut s'attendre également à ce qu'il soit ferme également et dur dans l'expression pour pouvoir prévenir toute tentative de remise en cause de tout ce qu'on a eu à concéder, à obtenir comme acquis en termes de progrès, en termes de réformes politiques, etc. Alors Stéphane, vous en parliez depuis hier. Je vais quand même vous poser la question, comment appréciez-vous l'atmosphère ou le contexte socio-politique, voire économique, dans lequel va se dérouler dans les heures à suivre le discours du chef de l'État? Oui, je veux dire que, merci déjà pour la question. On en parlait hier, comme vous l'évoquiez dans votre question. Évidemment, c'est une obligation constitutionnelle à laquelle le chef de l'État ne pouvait pas déroger. Donc, il devrait se rendre à l'Assemblée nationale pour faire un bilan. Donc c'est également une obligation de reddition de comptes pour montrer un peu comment il a pu gérer déjà le pays au cours de cette année et qui coïncide encore avec la fin de son mandat, de son deuxième dernier mandat. Et donc, il va pouvoir faire cela devant les députés. Et donc, dans son discours, on doit pouvoir voir un bilan assez synoptique de tout ce qui a été fait ces dix dernières années. Maintenant, quant aux conditions, je veux dire que les conditions économiques sont quand même des conditions, je veux dire, au niveau macroéconomique, si on doit s'en tenir aux chiffres officiels qui sont donnés par le gouvernement lui-même, on va dire que les conditions économiques sont reluisantes au niveau macroéconomique,
Mais Mais est-ce que ces chiffres traduisent la réalité? C'est ce que je voudrais relever pour dire que malgré les chiffres qui sont donnés sur le plan macro, il est quand même constaté que dans le vécu quotidien, cela n'a pas véritablement impacté le panier de la ménagère, puisqu'il y a toujours bon nombre de Béninois qui continuent par se plaindre d'un certain nombre de choses. Et donc le chef de l'État doit pouvoir revenir également sur ça, puisque dans son discours de l'année passée, il évoquait que malgré tout ce qu'il y a et tous les efforts, les Béninois n'ont pas encore ressenti ça et que d'ici là, on devrait pouvoir ressentir. Mais cela persiste encore. Donc on va dire que c'est dans une condition, dans un contexte économique au niveau macro reluisant, mais pas impactant sur le panier de la ménagère. Quant aux conditions politiques, au contexte politique, on n'est pas sans savoir que c'est un contexte politique un peu crispé, un peu tendu. Et on a vu que le parti politique, en fait le seul parti politique de l'opposition qui s'oppose au régime de façon frontale n'est pas du tout en de très bonnes passes. Et pense que le gouvernement pour qu'il ne puisse pas jouir de ses libertés comme cela se doit. Et donc, sur le plan politique, il y a quand même un certain nombre de crises également. Il y a la question des exilés politiques, il y a la question je ne sais pas s'il faut les appeler des prisonniers politiques, mais en tout cas des politiciens qui sont en prison. Et donc, le contexte économique est quand même, le contexte politique est quand même assez tendu. Le contexte social, nous le savons également, ce n'est toujours pas aisé, hein, c'est toujours aussi tendu. Et donc le chef de l'État va faire son discours dans un contexte politique tendu, dans un contexte social aussi un peu tendu, où il y a quand même la psychose liée au coup d'État manqué. Contexte économique où les gens, beaucoup de Béninois également, se plaignent de leur vécu quotidien. Et donc, le chef de l'État est attendu sur ces grands dossiers-là, sur ces grands dossiers de la nation, qui, pour moi, représentent quand même des défis politiques, des défis sécuritaires et des défis sociaux. Qu'est-ce que le chef de l'État va nous dire par rapport à ces trois défis-là? On va attendre pour l'écouter et voir les solutions, les propositions ou le narratif qu'il voudra bien présenter au peuple béninois. Est-ce à dire que le discours du chef de l'État va renforcer, vous voulez dire, à travers tous ces arguments, la légitimité de l'action gouvernementale? Évidemment, quand le chef de l'État vient devant le Parlement béninois, c'est pour quand même donner une certaine légitimité à toutes ces actions. C'est pour justifier tout ce qu'il a pu faire, jusque-là. Et donc, ça va être un discours dans lequel il va montrer, il va prouver la pertinence de ses choix, d'accord, le bien fondé de ses actions, même si d'une certaine façon il a semblé être incompris par la grande majorité. Il va quand même essayer de justifier la pertinence de ses choix, le bien fondé de ses actions, et va se projeter, n'est-ce pas, donc dans l'avenir, comme Moïse le disait, pour pouvoir donner des orientations à ces partis qui vont continuer l'action après lui, et à son successeur qui prendra le pouvoir après lui. Alors Moïse Stéphane le disait tantôt, quelle sera la place que le président de la République va, dans son discours, accorder aux questions sociales et aux attentes surtout des populations? Vous faites bien de poser cette question, Carole, parce que effectivement, il y a quand même de l'attente, et je pense que le chef de l'État même en est conscient. Et quelquefois, dans ses interventions
à titre personnel, mais également dans les interventions de son entourage. On a souvent entendu dire, par exemple, que tout n'est pas parfait. Tout n'est pas parfait et tout n'a pas été fait non plus. Il y a eu certaines actions que le gouvernement, par exemple, a eu envie d'implémenter, de mener et qui n'ont pas pu prospérer. Et comme vous parlez du volet social, évidemment, n'oubliez pas qu'en rempilant en 2021, le chef de l'État avait annoncé que ça va être le second mandat, allait être le mandat du social. Et donc, les Béninois, effectivement, que nous sommes, et dans notre globalité, on s'attendait effectivement à ce qu'il y ait beaucoup plus d'actions et d'orientation en direction du social. Il y a eu des efforts. Par exemple, le projet cantine scolaire, par exemple, c'est purement du social, par exemple. Ou encore... Bessoké ou... Bessoké, voilà. Oui, voilà. C'est purement du social. Il y a eu également que les microcrédits aux femmes, comme on a pu le constater également, ont été, par exemple, les montants ont été révalorisés, revus à la hausse. Ça, c'est également du social. Il y a eu, par exemple, les filles, et c'est surtout Stéphane qui insistait là-dessus il y a quelques jours ici sur ce plateau, les filles à qui le gouvernement, par exemple, assure le maintien à l'école par le transfert de ressources financières directement sur le téléphone portable des géniteurs, des parents ou bien des tuteurs, par exemple. Ça, c'est également un projet du gouvernement avec certains de ses partenaires dans certaines régions du pays. Il y a eu certaines choses qui ont été faites. Il y a eu une tentative, je pense qu'il y a eu un début, par exemple, de l'assurance, du développement et de l'implémentation de l'assurance maladie pour tout le monde. Et ce n'est pas encore suffisamment vulgarisé parce que beaucoup de personnes ne savent pas, par exemple, qu'il y a quelque chose, j'ai tenté la semaine dernière de faire le débat avec des amis à moi et je me suis rendu compte que il y a certains compatriotes qui ne savent même pas qu'il y a quelque chose qui s'appelle comme cela et qui a déjà commencé par être déployé sur le terrain. Donc il y a eu certaines actions qui ont connu un début. Vous voyez, le social dans l'esprit du Béninois, comme cela a été fait jusqu'à un passé récent, assimilé, il y a eu un discours il y a eu une expression qui revenait, comment ça, la distribution bien de richesses nationales, je pense. Hein. Et donc, pendant un certain temps dans notre pays, on a pensé que nommer un directeur, nommer un ministre était du social. On a pris ça comme purement du social et on chantait ça comme action phare. Et ça a mis beaucoup d'erreurs dans les esprits de la compréhension que les gens devraient se faire de ce qu'on appelle action sociale. Les actions sociales, c'est généralement les politiques qui doivent permettre à ce que tout le monde soit épanoui et non à ce que quelques-uns soient épanouis au détriment d'autres. Avec l'espoir que si eux ils étaient à l'aise, que cela puisse rejaillir sur d'autres personnes. Vous voyez, c'était des lacunes qui étaient dans l'opinion comme cela. Mais je pense que de façon technique, il faut voir certaines de ces actions, comme on vient de le citer là, et les actions qui sont subventionnées, les produits qui sont subventionnés, ouais, même dans les denrées de première nécessité. Le prix, par exemple, du maïs sur cette année, par exemple, a connu une baisse. Donc, sur le marché, le haricot est devenu un peu plus accessible. À un moment donné, il y avait eu de flambées par rapport au prix du gari. Qui ne s'expliquait d'ailleurs pas au sein de la population. Voilà, l'action politique, l'action publique, le gouvernement est parvenu quand même avec beaucoup de douleur, hein, parfois même au milieu de discrédit, au milieu de fake news, des acteurs même qu'on ne pouvait pas imaginer pouvant être responsables de cette situation-là. Et donc, ces actions-là ont permis quand même de rendre accessibles et à moindre coût certains produits de première nécessité. Donc, je pense que des efforts ont été faits. Mais, tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait comme on a coutume de le dire. Je voudrais compléter un élément à ce que Moïse est en train de dire, si vous me le permettez. C'est que il y a eu sous Patrice Talon changement de paradigme dans la gouvernance de l'État, où la façon dont nous percevions le social a radicalement changé. L'État a fait désormais sous Patrice Talon l'option d'injecter des ressources dans des secteurs clés pour faciliter la vie aux populations, au lieu que l'argent soit ce qu'on appelait l'argent facile, que l'argent soit distribué dans certains circuits. Ce qui fait que quand on parle du social sous Patrice Talon, ce n'est pas perceptible
comme cela l'avait été, n'est-ce pas, donc, par le passé. Et donc Moïse a cité quelques exemples qui sont quand même illustratifs de ce que nous sommes en train de dire. Mais je voudrais relever un aspect vraiment important par rapport à la question du social. Et le gouvernement devrait quand même faire attention, le chef de l'État aussi d'ailleurs, parce que partout où les membres du gouvernement passent aujourd'hui, il y a une question qui devient de plus en plus récurrente. Et je pense que le chef de l'État lui-même devrait revenir sur ce sujet-là, qui est la question des AME. Voyez-vous, partout, il n'y a pas un endroit où un membre du gouvernement ne passe aujourd'hui, même le porte-parole du gouvernement ne passe aujourd'hui, où des acteurs ne posent de questions sur la question de leur reversement. Aujourd'hui, quelle est l'option que le gouvernement veut choisir? Il faut pouvoir que le chef de l'État aussi sorte de son mutisme par rapport à ça, pour expliquer et peut-être pour rassurer ces acteurs-là qui sont, je veux dire, dans une forme d'incertitude. Et voyez-vous tout ce que le gouvernement a fait dans le secteur. Ce n'est que cet aspect-là qui vient quand même mettre un peu de bémol pour dire qu'il y a encore quelque chose à faire dans ce secteur. Donc je pense que le chef de l'État devrait revenir sur cette question-là pour fixer ces acteurs-là qui veulent quand même un mot. Parce que ne l'oublions pas, hein, l'aspirana est une invention est une création de ce régime-là. Et donc, créer un corps ou un corps transitoire ou un corps de transition au sein du système éducatif et laisser ça comme ça et partir, il y a quand même un problème. Et donc je trouve que ce serait quand même intéressant que le chef de l'État revienne sur cette question. Ce qui est sûr, si ce n'était pas fait, ce ne serait plus possible parce que le discours est déjà disponible. Oui, bon, évidemment. Mais ma question que tout ceci me suscite en moi, c'est est-ce que le chef de l'État, ou si vous voulez ce discours du chef de l'État, va reconnaître les critiques ou ces difficultés? Et si oui, en quels termes? Oui, je pense qu'on le disait hier en plateau avec Hugues Hector Zogo et Moïla Agua. On disait que forcément, on ne peut pas être en fin de mandat et estimer que on a tout fait de bien et de beau. Nous sommes d'accord, forcément, il y a eu des choses qui ne sont pas faites. Il y a eu des insatisfactions liées à certaines actions. Il y a eu des plaintes liées à il y a eu des malcompréhensions. Et donc, je pense que quand on est à l'heure du bilan, on intègre, n'est-ce pas, donc, tous ces éléments-là. Et hier, j'évoquais deux aspects qui constituent des piliers de mécontentement par rapport à la gouvernance, n'est-ce pas, donc, du chef de l'État, Patrice Talon. Le premier aspect, c'est l'aspect politique, où on a vu que l'opposition a décrié le fait qu'il y ait sous Patrice Talon des exilés politiques, des gens qui soient en prison, qu'il y ait suppression, n'est-ce pas, donc des libertés, etc. Et quand on prend l'aspect social, les gens ont estimé que vraiment les réformes du gouvernement ne prennent pas véritablement en compte ou n'ont pas d'incidence directe sur la vie individuelle. Donc, par rapport à ces questions, par rapport à ces malcompréhensions, il serait quand même bien que le discours du chef de l'État prenne en compte tout ça pour dire, un peu comme pour dire qu'il a fait ce qu'il a pu faire, mais qu'il prend en compte toutes les observations qui lui ont été faites, toutes les critiques qui lui ont été faites, et que peut-être celui qui assurera, n'est-ce pas, donc sa succession, prendra le relais et fera, n'est-ce pas, donc, ou pourra prendre en compte les dimensions qu'il n'a pas pu prendre en compte. Parce que vous ne pouvez pas être dans une action de gouvernance comme celle-là et penser qu'on a tout fait de bien et de beau. Vous êtes d'avis? Oui, tout à fait, oui, tout n'est pas parfait. Je le disais aussi en disant par exemple que s'il y a encore à faire, c'est que rien n'est fait. Donc tout n'est pas parfait et il y a forcément quelque chose à faire. Et surtout que le maître mot de la gouvernance du président Patrice Talon, c'est le développement. Le développement, c'est un idéal. C'est quelque chose qui ne finit pas. On se développe et on est à la quête du développement parce que tous les jours et dans chaque compartiment de ce que l'on pose comme acte des initiatives que l'on fait, même les nations qui sont considérées comme des nations développées ne
sont pas à l'arrêt pour autant, ne se reposent pas pour autant. Et ça veut dire que le développement, c'est une perpétuelle quête. Et donc, effectivement, tout n'est pas parfait, tout n'a pas forcément été rose. Et l'exemple des enseignants aspirants au métier de l'enseignant, des compatriotes aspirants au métier de l'enseignant à AME, par exemple, c'est éloquent. C'est-à-dire que cette catégorie de travailleurs, c'est quand même des travailleurs, c'est pas des sous-travailleurs, c'est de vrais travailleurs. Et dans leur rang, en plus, il y a eu des personnes qui avaient déjà totalisé plus de 10 ans, plus de 15 ans d'expérience en matière d'enseignement avant que la réforme, effectivement, il y avait un fourre-tout. Et il fallait mettre de l'ordre. Et le moyen qui a été trouvé, c'était déjà de réussir à faire rentrer un peu plus de l'ordre et de sérieux dans ce qui se fait, dans ce qui se pratique jusque-là, par le moyen, effectivement, d'un test et après, en les catégorisant aspirants. Maintenant, il ne faut pas demeurer quand même aspirant toute leur vie. Pour des personnes qui ont déjà 15 ans, 20 ans, demeurer encore aspirant sur 10 ans, sur 20 ans, sur 15 ans encore, ouais, ça pose un problème. C'est que c'est des enseignants accomplis. Dans le rang des AME, il y a des enseignants accomplis, par exemple. Donc, je pense qu'effectivement, c'est un sujet très important, très délicat sur lequel le gouvernement est très attendu. Et ça fait partie du social, ça fait partie des actions sur lesquelles le chef de l'État doit pouvoir effectivement s'exprimer. Mais je pense que le chef de l'État, il a pris quand même les dispositions nécessaires pour que son action ne puisse pas s'arrêter, pour qu'il puisse y avoir une certaine continuité au sommet de l'État. On va pouvoir peut-être une certaine continuité, pas seulement au sommet de l'État, mais dans la conduite de sa politique, de sa volonté en termes de réforme politique, en termes d'engagement social, en termes également de progrès économique. Je pense qu'il a pris des garde-fous, il a pris des dispositions et même jusqu'à présent, si on continue de légiférer par exemple jusqu'à toucher la loi fondamentale, c'est toujours dans le souci de la préservation des acquis et de sa gouvernance, de son passage à la tête du pays. Et il ne s'en cache pas, il a dit qu'en tant que leader, la responsabilité, c'est pas simplement d'aller quémander les postes, les mandats et de les assumer et de disparaître. C'est que vous posez également des diagnostics et vous vous rendez compte qu'il y a des insuffisances, mais même au moment de partir, vous décidez de continuer d'agir pour que les insuffisances ne demeurent pas et ne s'aggravent pas, pour tout au moins essayer d'en atténuer les effets. Donc vous allez voir que, par exemple, dans la révision de la loi fondamentale qu'il a promulguée la semaine dernière, il y a des dispositions, quand on les analyse, c'est purement et simplement pour réussir effectivement à préserver ce qu'il y a lieu de préserver en termes de progrès, en termes de réforme sous sa gouvernance. Donc je suis tout à fait d'accord, il y a des insuffisances, il y a des choses à faire et le pays ne va pas être abandonné comme un orphelin au départ du président Patrice Talon, parce que les dispositions sont quand même visibles et sont prises et c'est visible, nous pouvons les interpréter. Un discours bilan, je dirais tout simplement, pas un discours pour le compte de l'année 2025, mais pour ces 10 années passées à la tête de notre nation. Oui, nous nous attendons à ce que ce soit quelque chose de ce genre. De ce genre, forcément. Alors, quelles pourraient être les limites qu'on pourrait relever à ce discours, connaissant l'homme, connaissant sa manière de fonctionner et connaissant également les nombreuses attentes de la population béninoise? Le président Patrice Talon ne va pas permettre, et il faut être clair là-dessus, il ne va pas permettre à ce que les uns et les autres puissent lui trouver des insuffisances là où il n'y en a pas. Qu'est-ce que je veux dire de lui trouver des insuffisances là? C'est-à-dire qu'il ne va pas tolérer que les Béninois ne s'attendent pas à ce que le président de la République puisse dire dans son discours, par exemple, qu'il y a des exilés politiques de façon aussi brute comme nous, on a la possibilité de le dire ici sur ce plateau. Comme nous le disons, et comme on le dit également, que les Béninois ne puissent pas s'attendre à cela, qu'ils ne puissent pas s'attendre à ce que le président de la République également puisse présenter des prisonniers politiques. Ouais, il y a une nuance très importante sur laquelle Stéphane est rapidement passé tout à l'heure. Un homme politique en prison et un prisonnier politique, ce n'est pas la même chose. C'est deux choses différentes. C'est-à-dire un homme politique peut se retrouver en difficulté avec la justice, avec la loi et se retrouver en prison. Et un prisonnier politique pour des faits politiques avérés peut également c'est-à-dire un personnage peut être amené à aller en prison pour des faits politiques avérés. Et donc, à quel moment est-ce que l'homme politique qui est en prison est un prisonnier politique?
Et je pense que sur cet aspect-là, le gouvernement et notamment la personne du chef de l'État et les opposants en politique, et une partie de l'opinion également, ne sont jamais mis d'accord jusqu'à présent. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que le chef de l'État puisse venir à avouer, déclarer à Urbi et Orbi que, évidemment, il y a des prisonniers politiques au Bénin. On peut faire le débat, bien évidemment, mais effectivement, la position du chef de l'État ne va pas transiger avec. Il ne faut pas s'attendre également à ce que le président de la République vienne dans son message ou bien dans son adresse concéder à ceux qui ne sont pas parvenus, par exemple, à se mettre en règle vis-à-vis de la loi pour pouvoir prendre part à des élections, quelqu'un droit de vouloir semer le trouble ou bien le doute dans l'opinion publique. Il faut pas, la personnalité du chef de l'État, celui que nous avons pratiqué pendant 10 ans, bientôt maintenant, là, ne va pas venir lésiner et tolérer des choses comme cela. Je pense que le chef de l'État a l'habitude et nous a suffisamment guidés sur cette voie-là, même si beaucoup d'entre nous, on a encore de la peine à le suivre. Il a l'habitude d'être optimiste, de tenir compte de ce qui marche. Il a l'habitude de retenir ce qui est positif. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir que sous sa gouvernance, le discours autour du Bénin a beaucoup évolué. Ceux qui ont la chance de voyager, qui ont déjà traversé nos frontières, ils vont pouvoir faire la différence entre le Bénin d'avant 2016, quand tu sors du pays, et le Bénin de maintenant, quand tu sors du pays également. Nous ne sommes plus identifiés simplement par rapport aux aspects de vaudou, et même par rapport au vaudou. Le vaudou est labellisé aujourd'hui. C'est devenu un objet de tourisme aujourd'hui, à la différence de par le passé où c'était limité au sobriquet de sorcellerie, avec la possibilité, avec l'incapacité pour ceux qui en parlent même d'ailleurs de savoir concrètement qu'est-ce qu'on met dans la sorcellerie. Mais vous voyez, c'est labellisé. Aujourd'hui, le discours autour du Bénin a beaucoup changé, a beaucoup évolué. Et je pense que le chef de l'État va beaucoup plus insister sur ces aspects positifs-là de sa gouvernance et espérer que ses compatriotes puissent rentrer pour une fois de bon dans cet esprit-là, de demeurer serein, de demeurer positif, de retenir l'essentiel au lieu de s'attarder sur les brouilles et les quelques insuffisances et quelques limites qui ne vont jamais manquer d'arriver d'ailleurs. Autrement dit, un discours qui va susciter l'adhésion ou la contestation. C'est surtout un discours qui va susciter l'adhésion pour moi. Oui, je veux dire que je ne serai pas catégorique comme Moïse. Hein. Je ne pense pas que ce soit un discours qui va susciter l'adhésion. Ça va susciter l'adhésion. À la fois l'adhésion et la contestation. Pas parce que n'attendez pas applaudir. Au contraire, les opposants vont chercher forcément, comme d'habitude, à décortiquer le sens de chaque mot. Et moi, c'est pour cela d'ailleurs que, exprès, j'insiste sur les aspects politiques et les aspects sociaux, parce que c'est forcément sur ces aspects-là que les politiciens, n'est-ce pas, donc vont revenir vont surfer pour dire que le chef de l'État a tout dit, sauf l'essentiel. Et l'autre chose, Moïse l'a si bien dit, le chef de l'État ne va pas quand même tenir compte de toutes les petites critiques et faire son discours bilan. Il va s'en tenir à ce qu'il a promis aux Béninois et ce qu'il a déjà fait et ce qu'il n'a pas pu faire. Maintenant, quitte aux autres d'essayer d'apporter la critique nécessaire. Et ce ne serait que normal dans un régime démocratique où chacun essaie de percevoir. De toutes les façons, le discours du chef de l'État, le discours bilan du chef de l'État va être un discours controversé. Ça va être bon pour certains, mauvais pour d'autres. Et je pense que le chef de l'État lui-même, il est habitué de ça. Et on va y aller. Ce n'est que le jeu politique. Quand on prend par exemple la question des exilés pour politique. Pour le chef de l'État, il n'y a pas d'exilés. Il n'y a même pas de question d'exilés politique. Il n'y a pas d'exilés pour politique. Il dit même qu'il n'y a pas de règlement politique parce qu'il y a des gens qui ont été reconnus coupables pour des faits par la justice. Ils viennent, ils en répondent. Et que ce n'est pas parce qu'ils sont politiciens que quand ils sont reconnus coupables pour des faits, on va essayer de les dédouaner et trouver un contournement politique pour les sorties d'affaires. Or, pour les opposants, ce n'est pas ça. Il y a exilé politique. Donc, entre les deux,
qui dit la vérité ou qui ne dit pas. C'est juste une question de point de vue ou de positionnement ou d'appréhension. Et donc, on va juste demander aux politiciens, dans les deux cas, surtout que le chef de l'État est en fin de mandat, il va lui falloir trouver les moyens pour qu'il y ait quand même une certaine accalmie au plan politique pour qu'il avec ces réformes, le dépôt des dossiers pour les différentes élections. Bon. On a besoin quand même d'un climat de paix et il faut que tous les acteurs politiques y travaillent. Tous les acteurs politiques, qu'ils soient de la mouvance ou de l'opposition, tous les acteurs politiques doivent travailler à ce que nous puissions aller aux élections dans un climat de paix, que le chef de l'État puisse passer le témoin dans un climat de paix et de sécurité. Il y va de l'intérêt vraiment de tous. De la nation tout entière. Alors, deuxième sujet, écroué pour atteinte à la sûreté de l'État, à Zanaï. Un mythe s'effondre. Voilà, un titre à la une du quotidien Matin Libre. Alors, j'ai bien envie de commencer par ces expressions. Mythe s'effondre. Doit-on comprendre par ces mots un passé idéaliste pour l'homme? Oui, quand on évoque le président candidat Zanaï, président du parti Restaurer l'Espoir, je veux dire justement parce que c'est un chef de parti. Et quand on l'évoque en prison, et pour tous ceux qui ont un tout petit peu suivi l'évolution de la chose politique chez nous, ils vont quand même avoir un peu de regret. Un peu de regret et d'amertume. Pourquoi? Je vais pouvoir m'expliquer, je suis en train de le faire, parce que c'est un spécimen à part. Le président candidat Zanaï, c'est un personnage à part. Justement, c'est pour ça que je parle d'idéalisme en réalité. Justement, oui, j'y viens, s'il vous plaît. Et vous savez, le président Azanaï, il a des qualités comme tout être humain et il a des défauts. Le sujet par rapport auquel il est en prison ne nous permet même pas d'atténuer sur son cas. Il n'est pas encore coupable. À la date d'aujourd'hui, il est perçu comme potentiellement coupable. Donc, il faut voilà, il est présumé coupable. Donc, on ne peut pas encore le condamner. Mais le sujet est tellement grave qu'il ne faut pas, on ne cherche pas à atténuer ou quoi que ce soit. Mais au regard de ce que le confrère a titré, bien sûr, un mythe qui s'effondre, un mythe qui tombe effectivement parce que je le disais, le spécimen est à part, le personnage est à part. Et en termes de conduite, en termes de cohérence et de la suite surtout, je vais dire, en termes de la suite dans les idées, il faut quand même reconnaître au président candidat Zanaï qu'il est une école, il a de la suite dans ses idées. Et par contre, le président Zanaï a quand même commis des erreurs. Et en tant que jeune béninois, avant d'être analyste politique, l'une des erreurs majeures que l'on peut reconnaître au président et lui attribuer, c'est surtout de faire d'une sorte de fuite en avant. Pourquoi je parle de fuite en avant? Vous savez, le président candidat Zanaï était militant du parti Restaurer l'Espoir. D'abord chef de mouvement, il a rappelé à plusieurs occasions, chef de mouvement de jeunesse, etc. Et plus tard, il a milité au sein de la Renaissance du Bénin, RB du président Nicéphore Soglo. Il a claqué la porte et il a travaillé aux côtés de la FCBE d'une manière ou d'une autre avec le président Yahi. Il était dans son gouvernement. Il a fini par claquer la porte également. Il a vendu le candidat Patrice Talon comme le meilleur, comme celui qui est audacieux, courageux, capable d'engager tout ce qu'il y a comme de réformes audacieuses et d'engagement également en termes de développement à prendre pour le pays. Et le candidat Patrice Talon est devenu président. Il était ministre dans son gouvernement. Il a également claqué la porte. Et pour moi, l'une de ses principales erreurs et surtout le problème qu'il a eu avec le régime de la rupture, qui est quand même son régime, qui est il fait partie de l'une des émanations, c'est ceux qui ont quand même contribué à ce que le régime puisse s'implémenter, s'installer. Et je pense que le regret qu'il a eu et par rapport auquel il n'a pas réussi
à se racheter, c'est de partir quand et comment il est parti là. Et pourquoi je considère que ces départs-là comme des erreurs. Mais cette proximité qui lui donne la force de faire certaines affirmations. Non. Avant même de venir à ces affirmations, tout ça, vous savez, c'est quelqu'un qui a fait la philosophie, c'est un philosophe cultivé, et il est très cultivé, il faut lui reconnaître ça, et très informé, et également, il a le verbe facile. Mais moi, je ne suis pas encore sur cette déclaration, sur tout ce qu'il dit, mais j'interprète son parcours pour constater, par exemple, vous voyez, quand tu dis que le candidat Patrice Talon, à un moment donné, a souhaité que tu sois son candidat, que tu sois son homme, et que tu lui dis, ah non, toi, en tant qu'acteur économique, homme d'affaires, si tu me plébiscites, tu vas venir certainement négocier des faveurs, des avantages. Mais moi, en tant qu'homme politique, avec une certaine éthique, avec des valeurs et des principes, je ne vais pas pouvoir te les concéder et on ne va pas s'entendre. Mais que toi, qui as pu analyser le candidat, le personnage sous ce vocable-là, sous cet angle-là, tu le plébiscites pour être chef d'État, pour après t'opposer à lui sur les éléments et les arguments que tu avais déjà identifiés avant. Ouais, c'est une erreur politique. Il a tenté de se rattraper et il ne pourra pas se rattraper. Et je pense que c'est là qu'il n'a pas été cohérent, il n'a pas été conséquent. C'est-à-dire que cette tendance à vouloir chaque fois jouer l'ange et peindre les autres en noir. On se démarque, on s'entend pour commencer, et à un moment donné, on se démarque pour se transformer en ange et les autres, les diables, et jouer les peintres. C'est peut-être ce qui entache un tout petit peu la crédibilité et le parcours du personnage. Maintenant, il est en prison parce qu'on le suspecte d'être de connivence avec les acteurs que nous avons pu voir la dernière fois, les questions de putsch, et également, effectivement, on a entendu tentative de mobilisation, de rébellion également au sein de l'opinion, parce qu'effectivement, il a quand même mené quelques activités qu'on peut juger de subversives dans les déclarations, vous le rappelez tout à l'heure, dans les déclarations, c'est souvent acerbe, viril, chaud, mais également, il est quand même allé mobiliser les compatriotes avec ces mêmes éléments d'argumentation et ces mêmes déclarations dans un contexte qui est déjà quand même assez sensible, c'est-à-dire un contexte électoral, c'est généralement tendu en raison de la position des uns et des autres, en raison des intérêts, et donc où on doit pouvoir mesurer les éléments de langage, mesurer les déclarations et mesurer les actions. Ouais, ça a été interprété comme des actions d'incitation à la rébellion par la justice. J'espère qu'il va trouver les éléments pour pouvoir convaincre le tribunal de son innocence et qu'il va être... Parce que ça, quand même, ça fait plaisir de l'écouter un tout petit peu quand même par rapport à tout ce qu'il donne comme information. Mais en même temps, s'il se retrouve être responsable d'un cas comme une tentative de déstabilisation de la nation, on ne peut pas, en tant que Béninois, nous ne pouvons pas tolérer cela. Les Béninois ne peuvent pas pardonner que l'on puisse déstabiliser les institutions, mettre à mal la République. Et donc, il va falloir qu'il puisse s'expliquer. Et un mythe tombe effectivement, parce qu'il a fait croire également, comme il parle, il s'exprime beaucoup, il a fait croire également que lui, il était inatteignable, voilà, intouchable. Intouchable. Et donc, finalement, il n'a pas pu disparaître comme certaines personnes. Vous voyez, les commentaires sont allés dans tous les sens sur les réseaux. Mais comment il a fait pour ne pas disparaître, comme il avait suggéré dans certaines de ses interventions? Je pense que non, le président Patrice, le monsieur candidat Azanaï, sûrement qu'il n'était pas préparé. Non, le candidat, il faut comprendre, il prenait beaucoup la parole juste pour haranguer la foule, pour haranguer la masse. C'était pas comme s'il était capable en face de la police, en plus, et de la police, vous n'êtes pas capable, quelle que soit la force que vous avez quand même, de grandes choses. Mais spirituellement parlant. Mais spirituellement parlant. Non, je pense qu'on ne va pas descendre jusqu'à ce niveau-là. Non, je veux dire que candidat Azanaï... C'est juste un personnage à part. Voilà, candidat Azanaï, par son parcours, il a su quand même se forger une certaine carapace et il a réussi à renvoyer une certaine image de lui au sein de la population. Vous savez, Candide Azanaï, c'est quand même quelqu'un qui a un parcours assez, qu'on le veuille ou pas, un parcours politique assez éloquent, assez exemplaire. Candide Azanaï, c'est un stratège.
c'est un stratège politique, il a toujours montré. Et puis, Candide Azanahi, également, c'est un idéaliste. C'est un idéaliste qui est parfois, quand vous l'écoutez, qui est coupé de la réalité et qui, comme un bon philosophe d'ailleurs, s'élève dans ses idées et est là, et seul à parler avec ses idées et dans ses idées là-bas. Mais ensuite, Candide Azanahi, à travers cette déclaration un peu tonitruante, a réussi à faire croire aux Béninois que, comme Moïse le disait, il était intouchable. On l'a vu dire que lui, il allait se lever pour aller prendre des gens. On a dit... Et puis, voyez-vous, le président Patrice Talon, il a quand même dit un certain nombre de choses. Hein. Candide Azanahi est le seul courageux dans le pays qui réussit à affronter verbalement le président de la République. Le président de la République. Au point où, à un moment donné, les gens se demandent même si... est-ce que interpellé le chef de l'État sur la question. Sur la question. Mais sa réponse a été claire, qu'il reste un ami et voilà, qu'il lui tend toujours la main. Voilà, et puis des gens sont allés dans leur interprétation même, jusqu'à aller dire que, bon, est-ce que les deux là, est-ce que quelque part, ils ne sont pas de connivence? Est-ce qu'ils ne s'entendent pas? Voilà, donc, et c'est vraiment, c'est pourquoi j'ai aimé la titraille des confrères. C'est quand même un mythe, la personne de Candide Azanahi. Maintenant, voyez-vous, pour quelqu'un de cette envergure-là, de cette carapace-là, de cette perception-là, entendre maintenant qu'il a été enfermé, il a été mis sous mandat de dépôt, c'est quand même, on peut être amené à dire, jusqu'à Candide Azanahi, si lui il est tombé, c'est que bon, pour les autres là, ce serait facile. Ce serait facile. Si la taupe est tombée. Voilà, donc Candide Azanahi, c'est un peu comme Olivier Bobocor. Voyez-vous, quand on a arrêté Olivier Bocor, voyez tout ce que ça a suscité comme polémique, puisque personne ne s'y attendait véritablement. Et donc, Candide Azanahi aussi. Mais je crois qu'il fallait faire ça pour montrer que nul n'est au-dessus de la loi. On peut se lever et dire et critiquer le chef de l'État. Mais après, c'est que quand on est suspecté ou présumé coupable dans un dossier comme ça, ça n'a plus rien à voir avec tout ce qu'on a pu se forger comme carapace, etc. Voilà. Ça a à voir avec maintenant des faits de droit et il faut pouvoir en répondre devant la justice. Et vous voyez, il a su bien maintenir le cap. Hein. Il est resté dans sa logique quand il a lancé cette phrase-là pour dire « je reste un guerrier ». C'est pour dire que bon, Candide est tombé, mais Candide reste Candide, quoi. Et donc, on va espérer que la justice puisse aller au bout de ce dossier-là. Oui, Stéphane, s'il te plaît. Ce que cette question également soulève, ce que cette arrestation, ou alors le mandat de dépôt de Candide Azanahi suggère également, c'est l'état et le fonctionnement à la fois de notre démocratie et de notre justice. Vous voyez, on a fait de polémiques sur beaucoup de sujets et inutilement ou alors par ignorance ou par incompréhension des choses qui se passent. Vous voyez, tout à l'heure, au moment de parler des exilés politiques, des prisonniers politiques, on a été obligé de faire le distinguo. Parce que pendant longtemps, en fait, on a fait de la confusion, on n'a pas su quand est-ce que l'homme politique est allé en prison et quand est-ce qu'il y a eu une arrestation ou un emprisonnement politique. Parce qu'on litoie la politique. Parce qu'on litoie la politique. Vous allez remarquer qu'un personnage comme Candide Azanahi, tant qu'il est resté dans le sillage des limites de l'homme politique qu'il est, dans le chef de parti, dans le sillage du chef de parti politique qu'il est, il avait toujours eu la possibilité de faire ses déclarations, de faire ses messages, de critiquer l'action du gouvernement, même parfois avec des mots véritablement virils, des mots durs, très durs, mais très acerbes, mais il est toujours quand même resté libre, indépendant. Et je pense qu'il est arrivé quelquefois où on a fait les discussions, enfin, bien sûr dans l'informel, où j'avais quelquefois attiré l'attention sur le fait que le président Candide Azanahi n'avait encore jusque-là rien fait pour mériter qu'il soit interpellé, qu'il soit emprisonné. Si ce n'est que parce qu'il fait de longs messages sur sa page Facebook, ou alors parce qu'il s'adresse à ses militants, il mobilise et s'adresse à ses militants,
il n'y avait pas encore de raison jusque-là valable pour l'amener en prison. Les Béninois, ils sont dans l'euphorie, ils sont dans l'émotion presque tout le temps. Bon nombre de nos compatriotes, et il faut avoir vraiment, il faut regretter de le dire comme cela parce que ça peut choquer certaines personnes, bon nombre de nos compatriotes qui sont engagés en politique et qui sont aujourd'hui en difficulté avec la loi, en prison pour le cas de certains et à l'extérieur, à l'étranger du pays, ne sont pas forcément en exil comme cela. Il y a quelques cas. On peut faire le débat autour de quelques cas, mais il y a des cas où ce n'est pas des compatriotes qui sont véritablement en exil. C'est que c'est des situations où ces personnages-là, ces acteurs-là, ont besoin effectivement d'aller se faire entendre par la justice, par exemple, et ils ont préféré partir avant, ou alors certains cas où c'est véritablement des cas où on ne peut pas laisser passer et ces acteurs-là, comme ils sont des personnalités publiques, des personnalités politiques, le débat est souvent mené autour de leur personne et non autour des faits. Parce que si on apprécie les faits aujourd'hui, atteinte à la sûreté de l'État et tentative de mobilisation ou bien incitation à la rébellion, on peut peut-être dire que la justice a forcément trouvé des éléments de preuve. Jusqu'au moment où le président Candide Azanahi se limitait à intervenir, à prendre la parole, à ne pas mobiliser les masses dans une approche de rébellion, par exemple, et qu'il n'y a pas eu un dossier de putsch où il peut être peut-être cité, interpellé, écouté. Jusque-là, il était libre. Donc, en réalité, notre justice n'a pas toujours été également comprise dès que les acteurs politiques sont cités, sont engagés dans certains faits. Alors, l'arrestation de Candide Azanahi, oui. Allez-y. C'est pourquoi je dis souvent très rapidement. Je dis souvent que on doit pouvoir apprendre à faire la démarcation entre les choses. Ce n'est pas parce que... C'est-à-dire, il ne faut pas toujours... Il y a l'acteur politique qui est dans son rôle d'acteur politique et il y a l'acteur politique qui est dans ses actions en tant que citoyen. Alors, et il faut pouvoir faire... Et donc, on n'est pas parfois dans une forme de confusion où dès qu'un acteur politique est interpellé, on le considère comme acteur politique, mais on ne le voit plus comme citoyen qui peut être capable de poser des actes répréhensibles vis-à-vis de la loi. Encore que nul n'est au-dessus de cette loi dont vous parlez. On veut toujours tout politiser. Donc, on doit éviter la politisation et pouvoir faire, n'est-ce pas, donc confiance à nos institutions. Alors, peut-on lire à travers l'arrestation de Candide Azanahi aujourd'hui un nouveau tournant politique? Oui, un nouveau tournant politique. Avant même d'en arriver à un aspect c'est très important de s'appesantir un peu sur ce que Stéphane et ce que moi je disais tout à l'heure. On fait une confusion entre la morale, la justice, la loi. Vous voyez, c'est-à-dire que les opinions personnelles, parfois les gens ont tendance à assimiler leur opinion personnelle à la loi et à la justice. C'est pas les mêmes choses. Leur ressenti. La religion au regard de la morale, la loi au regard de la morale, la justice au regard de la morale. Ce n'est pas tout à fait les mêmes choses. Et maintenant, tournant politique, je ne... Peut-on lire à travers cette arrestation un nouveau tournant politique? Comme vous me demandez de venir... Parce qu'on sait de quoi se permettait l'homme. Oui, et on se disait qu'il est pratiquement intouchable. Non, mais aujourd'hui, on l'arrête. Non, il n'y a pas d'intouchable. C'est ce qu'on s'évertue à s'expliquer là. Mais justement, en rentrant dans il n'y a pas une manière de dire... Il n'avait pas encore fait quelque chose. Il n'avait pas encore fait quelque chose de répréhensible. Bon, dès qu'il a fait quelque chose... Oui. D'autres pourront dire autant. Non, mais il y a des gens qui sont dans le pays. Il y a des gens qui sont dans le pays qui ont toujours reproché des choses au chef de l'État et qui sont toujours dans le pays. Avec cette manière-là... Quand vous prenez quelqu'un comme... Non, chacun a son style. Chacun a son style. Quand vous prenez quelqu'un comme... quelqu'un que j'admire très bien, Nouroudine Saraka Saleh, il est toujours montré au créneau pour dénoncer. Mais il est dans le pays. Il est dans le pays. Donc, mais pas de la même manière. Oui, c'est pourquoi je disais que chacun a son style. Ça, c'est le style Azanahi. Azanahi utilisait les mots. Voilà, il utilisait des mots. Il utilisait les mots. Et les Béninois
ils ne sont pas habitués, ils ne sont pas toujours habitués à avoir des acteurs politiques qui sont capables d'autant de verve. Avec, vous savez, il fait les tests. Vous savez, les compatriotes, allez sur le compte Facebook du Parti Restaurer l'Espoir ou bien de la personne du candidat Azanahi. Quand il écrit ces tests, les commentaires, la plupart du temps, les gens viennent dire que c'est trop long, qu'ils ne peuvent pas lire. Les gens s'accrochent simplement à des expressions, à des termes. Ils ne sont pas capables de lire et de comprendre les tests et les productions, voire parfois les déclarations dans leur ensemble, dans un corps ensemble. Et c'est la raison pour laquelle ils sortent quelques expressions et ils pensent que ces expressions-là peuvent suffire pour qu'on puisse dire, bon, on le jette en prison. Et n'oubliez pas également, la personne de candidat Azanahi, c'est un politicien, c'est un chef de parti. Vous ne pouvez pas demander à ce que, parce qu'un chef de parti a pris la parole, qu'il soit automatiquement jeté en prison. Et je faisais observer que c'est là qu'on n'a pas souvent compris notre justice et notre démocratie à travers ceux qui en sont garants, c'est-à-dire les gouvernants, les dirigeants. En réalité, ils ne sont pas dans les querelles de personnes. S'ils devraient être dans les querelles de personnes, les personnages comme candidat Azanahi n'allaient pas avoir la possibilité de s'exprimer aussi librement qu'ils l'ont fait jusque-là. Tous ceux qui sont en difficulté avec la loi, avec la justice, qu'ils soient en liberté ou en prison, mis sous convocation, quand je parle de liberté conditionnée, pour certains cas, c'est en général parce qu'effectivement, il y a eu des éléments de preuve, ou peut-être il y a eu des soupçons, même si les preuves ne sont pas encore totalement rassemblées, il y a eu des soupçons. Et par rapport à la gravité de certaines situations, de certains cas, les personnes sont interpellées pour être écoutées. Vous n'allez pas quand même pas dire que quand on parle de putsch et que quelqu'un est ciblé, qu'on ne puisse pas l'interpeller. Merci Moïse. Je voudrais revenir à la question de Carole pour dire, est-ce que cette arrestation de candidat Azanahi va marquer un tournant? Un tournant, je n'y vois pas, parce que le cours politique, le cours de la vie politique se poursuit. Normalement, candidat Azanahi est interpellé pour des faits, candidat Azanahi n'est pas, son parti n'est pas retenu pour les élections présidentielles, n'est pas retenu pour les élections communales, n'est pas retenu pour les élections législatives. Donc, il n'y a pas d'incidence, d'impact majeur. Le processus va sur son cours. Candidat Azanahi, il est un acteur politique qui a été interpellé pour des faits qui lui sont reprochés, il va en répondre et dès qu'il va finir, il retournera dans ça, il va retrouver sa vie politique normale. Et surtout, merci Stéphane, merci Moïse. Sur ce fait particulièrement, il a déjà produit un texte pour dénoncer le putsch. Il a dit que son parti et sa personne évidemment, se désolidarisent. Il avait dénoncé. Donc il avait dénoncé. Donc il faut espérer qu'il puisse avoir des éléments. La justice, c'est la justice. La justice a ses éléments. On va attendre que les juges fassent leur boulot. Et puis après, on va apprécier. D'accord. On va apprécier. Tout à fait, j'ai compris. Oui. Alors, les téléspectateurs aussi ont compris. Merci Moïse, merci Stéphane. Merci.